Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première. J'ai besoin de repères. Les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un numéro consacré à la sécheresse qui s'installe déjà dans nos régions. Le printemps n'est pas encore fini, mais déjà les cartes qui présentent le risque de sécheresse sont au rouge vif sur une bonne partie du territoire, avec un printemps où les niveaux de précipitation sont historiquement bas. Alors, va-t-on vers une sécheresse d'ampleur ? Qu'en est-il de nos réserves en eau après une année 2024 particulièrement pluvieuse ? Tout cela est-il le résultat d'un climat qui change ? On a 27 minutes pour y voir clair. La première, les clés. Nous sommes le 19 mai, soit un mois avant l'été. Et pourtant, vous le voyez autour de vous, certaines pelouses sont déjà jaunies, roussies, comme en plein mois de juillet. Il faut dire que le niveau de précipitation en ce printemps 2025 est terriblement bas. Depuis le 1er mars, il n'est tombé à Uccle que 30 mm de précipitation, soit 3 petits centimètres d'eau tombés en 80 jours. On n'avait plus vu ça depuis 132 ans, au printemps 1893. Et forcément, ceux qui sont aux premières loges pour le constater, ce sont les agriculteurs, comme Yves-Marie Desbrouillères, agriculteur dans la région d'Ath. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On voit il y a des endroits où dans le champ tout a levé, et puis ici on voit sur certaines graines, elles sont comme quand on les a semées il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et théoriquement s'il y avait eu un peu de pluie, on aurait eu ici une belle levée, mais dans ce cas-ci ça va pas fonctionner. Des graines qui tout simplement ne vont pas germer par manque d'eau à la surface du sol. Dans les rivières, le niveau est particulièrement bas aussi pour la saison. Malgré des nappes phréatiques copieusement chargées par une année 2024 où il a énormément plu, on s'attend, si ça continue, à des restrictions à la navigation. Et déjà en Flandre, le pompage est interdit dans certains cours d'eau. Et puis, il y a le risque d'incendie. Les sols gorgés d'eau l'an dernier ont donné lieu à une végétation foisonnante. Mais avec le peu de pluie et l'important ensoleillement de ces derniers mois, cette végétation est devenue très sèche. Dans les Fagnes, par exemple, on a hissé le drapeau rouge pour risque de feu de forêt et plus largement, la région wallonne rappelle des conseils essentiels. C'est l'interdiction absolue de faire des feux en forêt. Ça, c'est valable tout au long de l'année, mais plus que jamais aujourd'hui, il s'agit de respecter cette interdiction. C'est aussi de ne pas jeter ses mégots de cigarettes, y compris quand on est en voiture par la fenêtre. C'est des recommandations parfois un peu moins évidentes. C'est par exemple de ne pas se garer dans des hautes herbes qui pourraient prendre feu au contact du pot d'échappement. Et c'est également de ne pas brûler ses déchets verts à proximité d'une forêt ou, par exemple, si on fait un barbecue, c'est de toujours avoir de quoi l'éteindre en cas d'accident, par exemple. Ça, c'est donc pour les conseils actuels. Mais si on se projette alors maintenant, quelques semaines et mois plus loin, doit-on craindre une importante sécheresse pour 2025 ? Et si oui, avec quelles conséquences ? C'est tout cela que nous allons explorer à présent. Et avec nous pour cela, tout d'abord, Pascal Mormal, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes météorologue à l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie. Est-ce qu'on est sur un printemps historiquement sec ? On doit le dire comme ça, là, aujourd'hui ? Alors historiquement sec, c'est vrai qu'on peut parler d'un printemps remarquable, effectivement, par rapport au faible cumul de pluie qu'on observe maintenant depuis 3 mois.
En fait, c'est une séquence qui est assez proche finalement de celle de 1976. Si on regarde les 3 derniers mois, on est à peu près au même niveau de quantité de précipitations à l'échelle nationale. Maintenant, pour la station de référence d'Uccle, comme vous l'avez indiqué, il faut remonter à 1893 pour trouver, depuis le début du printemps météorologique, donc depuis le 1er mars, une période aussi sèche, effectivement. Donc c'est quand même assez impressionnant d'avoir aussi peu de pluie depuis 3 mois maintenant. Oui, aussi peu, c'est, on le disait, 3 cm en 80 jours, c'est vraiment pas grand-chose, avec le fait en plus qu'on a beaucoup de soleil. On a des périodes d'ensoleillement très longues, très larges, qui contribuent aussi à sécher en partie la végétation, le sol. Alors effectivement, il y a la combinaison de plusieurs facteurs, donc comme on l'a relevé, les précipitations très faibles, également un ensoleillement exceptionnellement généreux, on peut le dire, puisqu'on a déjà 618 heures de soleil ici pour la station de référence d'Uccle, donc c'est la séquence la plus ensoleillée pour un début de printemps depuis le début des mesures. Et au niveau de la température moyenne, c'est quand même la 3e période la plus chaude pour un début de printemps également. Donc on a beaucoup de facteurs qui s'additionnent, en ajoutant également des vents souvent orientés à l'est, nord-est, donc des vents assez asséchants. Donc toutes les conditions sont quelque part réunies pour avoir une période vraiment très sèche. Oui, ça coche les cases qui favorisent la sécheresse. On le rappelle, donc peu de pluie, vous nous le dites, des périodes d'ensoleillement importants, de la chaleur aussi, puisqu'en fait on est aussi pas loin des records de chaleur. Vous prenez la référence de 1976. Je pense que beaucoup de Belges, en tout cas ceux qui ont l'âge de s'en souvenir, se souviennent d'un été particulièrement chaud et sec qui a été très marquant à l'époque, en 1976. Est-ce qu'on doit déjà se préparer à ça ou c'est trop tôt pour le dire ? C'est trop tôt pour le dire. À l'heure actuelle, effectivement, on n'est pas du tout encore dans la situation aussi catastrophique que celle qui était le cas en 1976. Le contexte est assez différent également. Donc il faut se souvenir qu'à l'époque, on était parti sur des bases très déficitaires. 1975 avait été une année très sèche, alors qu'ici, 2024 a été une année record en pluviométrie. Donc Uccle a connu son année la plus pluvieuse depuis le début des relevés. Donc les bases de départ ne sont pas les mêmes. Alors en 1976, donc le printemps était très sec effectivement, donc c'était déjà assez compliqué, mais ça s'est fortement aggravé encore ensuite. Mois de juin, on a eu à peine 12 mm à Uccle et on a démarré l'été vraiment avec une vague de chaleur historique. Donc entre la fin juin et le début juillet, on a connu 15 jours consécutifs avec des températures supérieures à 30 degrés. Ça veut dire que même dans les périodes de grosse chaleur des dernières années, on n'a jamais connu une vague de chaleur avec une telle durée. Donc après, on a eu des valeurs plus chaudes dans l'absolu, mais la durée de l'épisode de 1976 est vraiment exceptionnelle. Alors pour le moment, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, on peut quand même se rassurer un petit peu. Oui, ce qui nous en rapproche, c'est le fait qu'en termes de précipitation sur le printemps, là, on est à peu près sur le niveau de 76, mais là, ça avait été précédé, vous le dites, déjà d'une saison qui avait été particulièrement sèche au préalable, et puis ça avait continué avec des fortes chaleurs, des épisodes caniculaires en été. On ne sait pas encore ce qu'on aura cet été. Mais justement, là-dessus, Pascal Mormal, est-ce qu'on a déjà un semblant de vision sur les prochaines semaines et peut-être aussi les prochains mois qui pourrait nous donner une tendance, une indication sur ce qu'on peut avoir comme fin de printemps, comme début d'été ? On peut se baser sur les modèles de prévision saisonnière. Ce sont des modèles à prendre avec beaucoup de prudence. On ne va pas parler vraiment de prévision, d'ailleurs. Ce sont plutôt des tendances à prendre à la grande louche. Donc, c'est des esquisses qui vont davantage donner quelques indications. Simplement, il y a une certaine unanimité dans les modèles à envisager un été plus chaud que la moyenne. On parle même d'une anomalie positive en température qui pourrait se situer de l'ordre de 1 à 2 degrés. C'est pas négligeable. C'est quand même le signal d'un été qui pourrait être quand même très chaud. Au niveau des précipitations, le signal est un petit peu moins précis. Juin pourrait finalement être assez proche de la normale. On peut peut-être avoir quelques beaux orages qui vont finalement faire remonter la moyenne. Par contre, effectivement, juillet et août pourraient être plus secs. Et donc, ça demande évidemment une confirmation. On ne va pas s'engager trop vite. Mais a priori, le scénario d'un été plutôt sec et quand même très chaud est quand même un scénario prédominant pour le moment. Donc, si on revient à 76, vous nous avez dit on n'y est pas encore. Il y a des vraies différences. Mais en même temps, on pourrait quand même s'en rapprocher si on devait avoir un été qui se confirme comme étant chaud, voire très chaud, avec des épisodes caniculaires. Ce qui se passe là maintenant crée une base qui fait que le risque de sécheresse serait d'autant plus important si cet été est effectivement chaud. Oui, et d'ailleurs, il y a aussi des similitudes avec une année plus récente. C'était donc l'année 2022, où là aussi, on avait connu un printemps très chaud, très sec, qui avait été également suivi par un été très très chaud et très sec. Et donc effectivement, ici, pour l'instant, donc on a encore pas mal
s'appelle d'évaporation ou d'évapotranspiration. Donc finalement, toute cette énergie solaire, une grande partie de cette énergie solaire va être utilisée pour favoriser ces phénomènes d'évaporation, d'évapotranspiration. À un moment, le risque, c'est que si on a des sols très très secs, finalement, l'énergie solaire va directement réchauffer les sols et donc le processus un petit peu du cercle vicieux va se mettre en place. Et là, ça peut éventuellement nous conduire à des sécheresses de grande ampleur. Mais il y a des exemples inverses aussi. Par exemple, 2011 a été un printemps finalement très ensoleillé, très chaud, très sec. Et par contre, l'été qui a suivi était plutôt ce qu'on appelle un été pourri. Donc il n'y a pas non plus de règles. Évidemment. Oui, et il va falloir être attentif à ce qui va se passer. On ne peut pas dire à coup sûr là maintenant quel sera le scénario de l'été. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Ce sont donc ces sols ou ces arbres, ces végétaux qui contiennent de l'eau ou qui vont la puiser dans les sols. Et puis à un moment donné, cette eau va se transformer en gaz, va s'évaporer. C'est d'ailleurs ce qui peut nous donner le sentiment de fraîcheur quand on est près d'un arbre. C'est parce que se passe ce processus d'évapotranspiration. Et avec nous, il y a quelqu'un qui connaît ça évidemment sur le bout des doigts, c'est Aurore Degré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, hydrologue, professeur d'hydrologie à l'Uliège Jean Blou Agrobiotech, spécialiste aussi de la physique des sols. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la santé de nos sols, là maintenant, dans ce printemps particulièrement sec, mais avec, et on l'a rappelé aussi il y a quelques instants, le fait que les mois qui avaient précédé, l'année 2024 de manière générale, avaient été particulièrement riches en pluie, ce qui avait ramené beaucoup d'eau dans les sols. Où est-ce qu'on en est au niveau des sols, du coup, là maintenant ? C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il y a plusieurs types de sécheresse en réalité, qu'on peut avoir une sécheresse plutôt météorologique, ce qu'on observe pour le moment, déficit de précipitation, une sécheresse au niveau des sols, et alors on parlera vraiment de ce qui se passe à la surface des sols, et là pour le moment effectivement les sols ont tendance à s'assécher mais vraiment en surface, et puis les sécheresses hydrologiques qui concernent davantage les niveaux des nappes, et quand les niveaux des nappes commencent à baisser, à ce moment-là on parlera de sécheresse hydrologique. Alors pour le moment, qu'est-ce qui se passe au niveau des terres agricoles ? On l'a entendu dans votre sujet, les graines qui ont été semées au printemps, elles ne lèvent pas parce qu'il n'y a tout simplement pas d'eau pour leur permettre de se développer. Même chose pour les plantes qui ont été plantées, elles ne se développent pas. Parce qu'elles sont en surface et parce que là, en surface, il y a peu d'eau dans les sols. En revanche, toutes les cultures qui ont été semées avant l'hiver, comme les céréales, les fromencs, les escourgeons, elles se sont développées, les champs sont magnifiques et elles poussent remarquablement bien, vu les conditions d'ensoleillement et de température qui viennent d'être rappelées. Donc la situation elle est un petit peu contrastée au niveau des sols parce que là où la végétation s'est développée, elle protège le sol, elle empêche l'évaporation, elle empêche le vent. Et là où la végétation ne s'est pas développée, eh bien effectivement là on a un risque d'assèchement assez fort et des risques de non-levée effectivement que l'agriculteur que vous avez interrogé pointait du doigt. Mais donc là, si on regarde nos sols, c'est surtout la partie supérieure qui pour le moment manque d'eau. Jusqu'à quel point est-ce que ce qu'on a dans les nappes vient compenser ça ? Je veux dire, est-ce qu'on a une forme de réserve qui fait qu'on peut se permettre d'avoir une année 2025 où il fait sec parce qu'on a des sols bien remplis, des nappes phréatiques bien remplies ? Alors pour l'agriculture, il y a très peu de connexion directe avec les nappes. En fait, les nappes souvent chez nous sont plus profondes et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'apport direct depuis la nappe vers les surfaces. Ça peut arriver mais vraiment dans le fond de vallée ou aux bordures des cours d'eau. De manière générale, sur les grandes terres agricoles, il n'y a pas cette connexion directe. Donc ça veut dire qu'effectivement les sols en surface, ils s'assèchent et ils vont continuer à s'assécher. Il n'y a que les précipitations qui vont pouvoir restaurer finalement les teneurs en eau dans les sols. Et là, le type de précipitation qu'on va avoir dans les prochains jours ou les prochaines semaines, en tout cas on l'espère, va être très déterminant de la manière dont les sols vont évoluer. Soit on va avoir des orages vraiment très intenses sur des sols très secs et il y a un gros risque que très peu d'eau s'infiltre et qu'on ait essentiellement des inondations par ruissellement, des coulées boueuses, de l'érosion. Soit on va avoir des petites pluies et si possible des petites pluies successives, ça ce serait vraiment le scénario idéal pour l'agriculture aujourd'hui et alors les sols vont progressivement pouvoir se réhumidifier en surface. Dès qu'ils seront réhumidifiés en surface, toutes ces zones où les graines n'ont pas pris, les graines vont pouvoir se développer, créer des racines et dès que les racines vont pouvoir descendre, elles pourront aller puiser de l'eau. Parce que en dessous des premiers centimètres, il y a de l'eau en fait dans les sols, elle est présente et elle est disponible pour la végétation. Mais l'eau ne va pas à la racine, c'est la racine qui va à l'eau, ça c'est important. Et donc il n'y a que là où les racines sont déjà développées qu'elles pourront aller rechercher cette eau. Alors le fait qu'on a eu une année pluvieuse en 2024 et tout l'hiver a été également très pluvieux, ça veut dire qu'on démarre dans d'assez bonnes conditions, les niveaux des nappes sont relativement plus hauts à période équivalente que la moyenne.
on a là une réserve dans laquelle on peut puiser pour nos usages. Il n'y a pas que l'agriculture, nous buvons de l'eau de nappe, les entreprises puisent de l'eau de nappe, et l'eau de nappe, elle alimente aussi ce qu'on appelle le débit de base des rivières. C'est le fait qu'il y a de l'eau dans les rivières, même quand il ne pleut pas. Et donc tout ce système-là, pour le moment, est relativement confortable, il y a relativement suffisamment d'eau, mais il est évident que si, pour compenser les sécheresses en surface, on va puiser de manière excessive, pour irriguer par exemple, ou pour, que sais-je, remplir une piscine ou autre, alors à ce moment-là, on se met tout doucement en danger, quoi. Donc si je résume un peu ce que vous nous dites là, Aurore Degré, il y a le fait qu'on attend de la pluie, mais encore faut-il qu'il pleuve bien, en quelque sorte. Exactement. C'est-à-dire que ce ne soient pas des grandes drages d'orage qui s'écoulent très vite sur le sol, mais plutôt des pluies qui vont pénétrer et pouvoir permettre toute une série de processus naturels, notamment la germination des graines, etc. Et si on n'a pas ça, alors on va peut-être aller puiser dans le sol pour pouvoir irriguer artificiellement les cultures. Là, on a un petit ballon de marge, si je puis dire, mais qui n'est pas infini, au risque sinon de réépuiser un petit peu ce qu'on a accumulé dans les sols. Donc, pas encore de grande inquiétude, mais vous serez attentive, évidemment, à ce qui va se passer en termes de précipitations dans les semaines qui viennent. Pascal Mormal, justement, à ce niveau-là, en tant que météorologue, est-ce qu'on a une idée de ça à l'avance, de savoir quel type de pluie on pourrait voir arriver? Est-ce que le fait qu'on vient d'avoir un épisode très long, très chaud, ça favorise plutôt le fait qu'après on aurait beaucoup de pluie qui tombe en une fois? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? C'est assez compliqué, mais de manière générale, c'est vrai que les pluies estivales, ce sont souvent des pluies qui vont être des pluies orageuses, donc des pluies qui vont amener effectivement des très gros cumuls en très peu de temps, et donc qui ne sont pas nécessairement les plus bénéfiques pour les sols. Maintenant, ici, pour les prochains jours, on voit quand même un signal qui commence à être assez clair à partir du week-end prochain d'un retour de la pluie. Donc ça pourrait être un retour par un flux d'ouest-sud-ouest, donc un flux atlantique, qui pourrait leur amener finalement des pluies assez régulières, peut-être pas nécessairement trop abondantes d'un coup. Bon, on va être assez prudent, mais il semblerait quand même que la dernière semaine de mai soit marquée par des pluies qui pourraient être, je dirais, moyennement importantes. Je ne suis pas sûr qu'elles vont complètement suffire à résorber la sécheresse, mais bon, c'est quand même déjà un premier point positif, on peut le dire. On imagine que les modèles vont s'affiner au fil des jours qui passent et que c'est difficile de dire les choses de manière très très précise là maintenant. On va s'intéresser peut-être alors plus spécifiquement aux agriculteurs. On en a déjà parlé pas mal. On sait que c'est eux qui sont aux premières loges des conséquences de ce qui est en train de se passer là maintenant. Eux aussi qui réfléchissent un peu le futur dans un monde où des épisodes comme ceux-là sont peut-être amenés à se répéter. Et Pauline Rivière a passé un petit coup de fil à l'un des agriculteurs concernés. Je vous propose d'entendre son témoignage. Hugues Fallis est agriculteur dans le Hainaut. Il est aussi responsable opérationnel des fermes universitaires de Lucé-Louvain. On lui a demandé quels effets concrets liés à la sécheresse il constate déjà sur ses exploitations. Dans la région où se trouve mon exploitation, dans la région de Hattangien, le Hainaut, là c'est un peu le pire de ce que j'observe. Et il semblerait que c'est encore plus grave quand on se dirige vers les Flandres. On a des cultures de printemps dont la levée a été très mauvaise parce que les graines sont dans une terre sèche, tout simplement. Donc on a une partie du champ qui développe et puis une partie qui est nue encore parce qu'il n'y a rien qui pousse. Pour humidifier la terre en surface et permettre aux cultures de se développer, il n'y a pas d'autre solution qu'espérer une pluie fournie et régulière. Hugues Fallis. On nous annonce un changement de temps avec des précipitations, puis il tombe 1 litre ou 2 par jour pendant quelques jours, avec du vent, du soleil en alternance. Et ça ne corrige pas du tout la situation. Ça mouille un peu le béton, comme on dit, dans les campagnes, mais au niveau de la terre, ça n'a pas d'effet positif sur les cultures. Je dirais aujourd'hui, pour qu'on ne puisse plus parler de sécheresse, suivant les régions, entre 30 et 50 litres d'eau au mètre carré pour corriger le tir. Évidemment, les effets de la sécheresse ne sont pas les mêmes en fonction des types de sols. Un sol argileux retiendra mieux l'eau qu'un sol sablonneux. Les agriculteurs connaissent leur terrain et leurs spécificités et anticipent au mieux les variétés de cultures possibles. Hugues Fallis nous explique les pistes possibles pour, à long terme, contrer les difficultés liées à la crise environnementale. On va diversifier les cultures et même plus loin que ça, on va diversifier les spéculations. Donc, une ferme qui a une multiplicité de cultures différentes, plus de l'élevage et peut-être des élevages différents, elle va être
plus résiliente à des conditions changeantes. Ça peut être les conditions climatiques, c'est bien sûr évidemment aussi les conditions économiques. Hugues Fallis nous explique aussi que la trésorerie d'une exploitation s'organise sur le long terme et que les effets économiques de la sécheresse de cette année ne seront visibles que bien plus tard. La rentabilité d'une exploitation, elle n'est pas impactée aussi rapidement, puisque on est habitué, quand on sème du blé au mois d'octobre 2024, on le récolte au mois d'août 2025 et on le commercialise souvent pendant l'hiver 2025-2026. Donc l'effet sur les trésoreries, il est quand même toujours décalé. Voilà pour un écho dans une des fermes, celle d'Hugues Fallis, mais on imagine que les questions qui sont là, elles sont posées chez beaucoup d'agriculteurs, cultivateurs aujourd'hui. Aurore Degré, est-ce que on doit repenser progressivement la façon dont on conçoit notre agriculture pour tenir compte de l'importante variabilité liée au réchauffement climatique, parce que ce qu'on entend depuis le début de cet épisode, c'est quand même qu'on a eu des records en termes de précipitations importantes l'année dernière, qu'on a maintenant des records en termes de manque de précipitations, et si on dézoome un petit peu sur les 5-6 dernières années, on a l'impression que Pascal Mormal est devenu plus un commentateur de Guinness Book, tant il faut annoncer en permanence des records. Est-ce que ça induit des changements à penser pour l'agriculture ? Ça doit en tout cas, c'est clair, parce que on l'a dit, il y a des possibilités de trouver des solutions immédiates, techniques comme l'irrigation, mais on l'a déjà dit aussi, ce n'est pas possible de tout solutionner comme ça, et puis ça ne résoudra qu'une partie des problèmes auxquels l'agriculture fait face. Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont les premières victimes de cette évolution du climat. Et depuis la fin de la Seconde Guerre et le souhait d'augmenter les productions agricoles, on a vraiment développé une agriculture qui s'est hyper spécialisée et qui s'est rendue quelque part vulnérable à un certain nombre de variabilités, alors des prix du marché, du climat, etc. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment important de chercher des solutions, et si possible des solutions de long terme. L'agriculteur que vous venez d'interroger, effectivement, parle de diversification. Je crois que ça, c'est un des éléments majeurs de la robustesse, finalement. C'est d'arriver à se rendre moins vulnérable dans le cadre d'une spéculation ou d'une culture, et donc de diversifier un peu son portefeuille d'action, quelque part. Ça, c'est ce que peut faire l'agriculteur à son échelle, parce que c'est là qu'il est le dirigeant de son entreprise. Mais je pense qu'au niveau de la société, on peut aussi aller vers une organisation de nos territoires qui inclut l'agriculture, parce que l'agriculture gère une très grande partie, une très grande superficie de nos territoires, une organisation de nos territoires qui permet d'amortir le cycle de l'eau, qui permet de tamponner un petit peu ces épisodes extrêmes auxquels on fait face de plus en plus souvent, y compris ces épisodes orageux extrêmes qui pourrait nous arriver dans les prochaines semaines. Si on veut avoir 30-50 litres pour résoudre le problème de la sécheresse, ce sera à la condition que ce soit de la bonne pluie, comme on le disait. Et donc, organiser notre territoire, ça peut être aussi faire en sorte que l'eau, quand elle tombe, on la maintienne sur le terrain, on puisse la faire se redistribuer sur le terrain de manière à tirer bénéfice aussi de ces épisodes orageux. Parce qu'on n'a plus l'occasion de faire la fine bouche finalement sur le type de précipitation. Il faut garder l'eau là où elle tombe et faire en sorte qu'elle puisse bénéficier le plus possible à la végétation et à nos productions agricoles. Donc, penser une agriculture différente, peut-être plus diversifiée, développer, on l'imagine aussi, des types de cultures. Il y a beaucoup de recherches qui se font aujourd'hui pour voir quelles sont les semences aussi les plus adaptées à notre climat qui change, mais aussi, vous nous le dites, construire un territoire qui permet de réceptionner le mieux possible la pluie et de la faire percoler dans le sol là où elle doit aller pour qu'elle ne ruisselle pas en emmenant en plus de la terre au passage. Pascal Mormal, ça c'est une spécificité qu'on constate dans un climat qui se réchauffe, c'est que on a parfois plus beaucoup de pluie pendant longtemps, et puis énormément de pluie qui tombe en peu de temps. Cette variabilité-là, c'est quelque chose qu'on peut directement relier au réchauffement climatique.
De manière générale, effectivement, on constate, et c'est très net sur une dizaine d'années, en tout cas pour la Belgique, qu'on est de plus en plus souvent confronté à des segments du même type de temps, mais durables, soit des longues périodes sèches, comme maintenant, ou entre 2017 et 2020, on a eu plusieurs étés très secs, 2022 également, ou alors au contraire des périodes très pluvieuses, comme 2024, ou alors l'année 2021, notamment avec le fameux été extrêmement catastrophique en Belgique. Et donc ces segments-là, ils vont être de plus en plus durables, mais si on regarde sur base annuelle, les totaux, les cumuls annuels ne vont pas changer beaucoup. Et quand on voit les prévisions du GIEC même pour la Belgique pour les 50 prochaines années, on va se situer probablement autour des mêmes cumuls annuels. Mais c'est leur répartition qui va probablement être modifiée. Et d'ailleurs, on constate également que donc il y a des séquences de plus en plus durables du même type de temps, mais que les épisodes de pluie intense ont tendance à être plus nombreux qu'auparavant. Et quand on parle de pluie intense, c'est au moins 20 mm par jour. Et donc ce chiffre est en nette hausse depuis une trentaine d'années. Et ça, c'est un vrai changement pour nous Belges. On avait l'habitude de commenter un climat en Belgique où on avait pas très longtemps du soleil, puis toujours un peu de pluie qui revenait, et puis le soleil revenait, ce qui faisait que on n'était jamais tout à fait content, mais jamais non plus tout à fait mécontent. Ici, on commence à avoir des périodes comme ça, très longues avec du soleil et peu de pluie, et puis des périodes parfois très longues et très intenses de pluie. Ce sont des vrais changements auxquels, on l'a compris, on doit s'adapter aujourd'hui au hors degré. Est-ce que vous avez l'impression que cette prise de conscience-là, aujourd'hui, elle se fait à la fois chez les acteurs de terrain, les agriculteurs par exemple dont on parlait, mais aussi au niveau des décideurs, la Wallonie notamment, elle se met en route pour construire un territoire qui est plus résilient par rapport à ce climat qui change ? Alors, au niveau de l'agriculture, il n'y a pas un agriculteur. C'est évidemment une population assez diversifiée. Je pense qu'ils sont tous conscients d'être les premières victimes et que les réactions, elles sont parfois un petit peu différentes. Il y a les plus technophiles qui vont aller vers des solutions immédiates et maîtrisées d'irrigation. Et puis, il y a des agriculteurs qui sont plus orientés vers l'agroécologie et qui développent des solutions qui sont beaucoup plus intégrées et qui font aussi la part belle au soutien à la biodiversité. Donc, il y a vraiment un panel de réactions, je dirais. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus d'agriculteurs qui se tournent vers cette deuxième option qui est beaucoup plus intégrative, mais ce sont souvent des petits projets. À côté de cela, on a quand même encore des très grandes exploitations qui cherchent les parcelles les plus grandes possibles et qui sont parfois contraints, je veux dire, par le système économique qui les attire vers ça. Et donc, il y a des super initiatives locales, mais il y a encore, en termes de superficie, l'immense majorité qui est dans l'agriculture intensive, traditionnelle, et qui n'a pas encore complètement pris conscience de l'enjeu. Et pourtant, les records se suivent, se répètent et nous montrent à quel point il va falloir s'habituer à vivre avec des extrêmes climatiques. Période de chaleur prolongée, période de pluie intense et tout ce que cela nécessite comme évolution en termes d'agriculture, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'adaptation de l'habitat aussi. Promis, on fera d'ailleurs prochainement une émission pour détailler des pistes de solutions afin de construire des territoires plus résilients, plus adaptés à un climat qui se réchauffe. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore Guillaume de Smet, à la préparation Pauline Rivière, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Merci de nous suivre aussi nombreux d'épisode en épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous.